Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision et bienvenue sur 10-12, le Zénith. Comment comprendre qu'au moment où nous parlons en même temps qu'il y ait des supputations qui vont bon train au niveau du Cameroun avec la question du choléra et qui semble gagner du terrain. On parle aujourd'hui de Makepe Misoke déclaré zone rouge et d'ailleurs selon des informations qui sont puisées à bonne source, naturellement avec l'accompagnement du ministère de la Santé publique, Makepe Misoke serait une zone dangereuse aujourd'hui pour ceux qui s'y trouvent. Ne pas boire de l'eau venant de Makepe Misoke ou encore manger un quelconque fruits venant de ce côté, des cas de choléra sont justement détectés de ce côté. Qui est-il exactement? Sylvain Vondor. Pourquoi comprendre aujourd'hui la cabale lancée contre cet homme qui, dit-on, est un haut commis de l'État et très impliqué dans le J-Lobo et qui serait bien sûr le fonctionnaire le plus riche aujourd'hui au Cameroun? Est-il réellement celui qu'on considérerait comme étant le fonctionnaire le plus riche au Cameroun? Sylvain Vondor paierait-il le prix de son énorme, on va dire, ces énormes bien aujourd'hui au Cameroun? Comment comprendre en même temps ce qui s'apparenterait comme étant une mission bien pensée, bien huilée pour écarter tous ceux qui peuvent potentiellement prendre le pouvoir au soir justement du départ de l'actuel président de la République, qui sont ceux tapis dans l'ombre qui tentent tant bien que mal de peaufiner leurs armes pour mettre à l'écart ceux qui pourront bien sûr nuire à leur position souhaitée. Et on parle encore ce matin, mesdames et messieurs, pour la 3e journée de la grève de ces enseignants qui ont décidé justement de faire entendre leur voix à la suite de ce chapelet de revendications exprimées depuis quelques années déjà. Ils sont pour beaucoup à 8 ans sans véritablement obtenir de salaire et considérés comme étant des stagiaires au Cameroun. La question fait grand bruit et les parents depuis 2 jours disent que dès aujourd'hui ils ne demanderont plus, ils demanderont à leurs enfants de rester à la maison, de ne pas se rendre dans les établissements. Et qui sont exactement ces proviseurs des lycées et collèges du Cameroun qui ont choisi de se mettre, on va dire, de créer une barrière face à ces enseignants qui sont déterminés à faire entendre leur voix? Mesdames, messieurs, des sujets pas des moindres, nous en parlerons ce matin dans le cadre de 10-12, le Zénith. Absent ce matin, Bonbon Bengan qu'on aurait pu avoir, mais pour des raisons indépendantes de sa très bonne volonté, il ne sera pas des nôtres. Charles Amel Batchou, Isabelle Carozepet, Dominique Audrey Yengelek, nous sommes à vos côtés jusqu'à 12h. Bienvenue à tous. Charles Amel. Bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Isabelle Carole Zepet, bonjour madame. Bonjour Michel, bonjour aux autres. Dominique Audrey, bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, vous avez la plateforme, on va dire Equinox Télévision sur Facebook, pour ceux qui nous regardent en live là-bas. Allez laisser bien sûr vos commentaires et avis, ou encore au courant de l'émission. N'oubliez pas, ce numéro de s'afficher en bas de l'écran, vos commentaires, vos avis. On les attend véritablement. L'histoire de ce matin, Dominique. Bonjour à vous, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver une solution. En effet, cela fait 9 ans que je suis avec Monsieur X. On a fait le toquet-porte après 5 ans de relation. Ma famille lui a remis une liste de dot à hauteur de 700 000 francs CFA. Dot plus le mariage traditionnel. De retour du village, je suis tombée enceinte et malheureusement, lors des visites prénatales, j'ai découvert que je souffrais du VIH. J'ai informé mon époux. Nous sommes allés refaire les examens dans un autre centre et tous les deux, les résultats étaient le même. Positif, troublé et traumatisé, je ne savais quoi faire. Pendant ce temps, lui de son côté, il ne faisait rien. Je ne comprenais pas son comportement. Un jour, en faisant le ménage général, je tombe sur ma photo. Il m'avait demandé cette photo pour me présenter à ses parents. Et je trouve cette photo au plafond avec une coquille d'escargot. Je lui pose la question de savoir ce que ça signifie. Il dit certainement c'est une souris qui a ramené cela au plafond. Aujourd'hui, il refuse complètement de prendre les antirétroviraux. Je ne sais pas trop, il se limite simplement à donner la nourriture, à payer le loyer et il s'occupe très bien de mon enfant. Je ne sais pas comment je vais faire pour entrer dans ma famille parce que ma famille n'a pas de moyens. Ma mère s'occupe seule de mes petits frères à la maison et aucun membre de ma famille n'est au courant de la maladie dont je souffre aujourd'hui. Donc fondamentalement, elle est porteuse. Elle est porteuse de la Elle est maladie. porteuse. Et son mari pas? Également. Et lui, il refuse de suivre le traitement. Ouais. Et visiblement, c'est lui. Voilà. Et fondamentalement,
En quoi est-ce qu'on va l'aider ce matin? Parce que là, elle pose un problème, il faut en parler, il faut se faire soigner, il faut l'amener à se Elle faire n'a soigner. pas les moyens de se faire soigner Oui. personnellement. Oui. Sa famille n'a pas les moyens de se faire soigner, de la faire soigner, Oui. parce que sa famille est indigente. Oui. Et en face, elle ne sait donc pas. Est-ce Non, qu'elle reste il y a avec des cet centres homme? de prise en charge. Elle reste chez cet homme qui visiblement ne veut pas suivre de traitement, ou elle rentre dire à ses parents que en fait je suis malade mais je risque de mourir parce qu'on n'a pas les moyens de me soigner. Est-ce que c'est parce qu'elle ira dire à ses parents qu'elle sera guérie? Est-ce que c'est ramener l'homme également à se faire prendre en charge qu'ils seront guéris? Fondamentalement, ça suppose qu'il y a un autre problème. Un problème autre que Non, celui de non, la charge. je crois, M. Michel Ngachou, que le ministère de la Santé a mis sur pied pas mal de services. Il y a même des ONG, des organismes qui accompagnent et qui procèdent pour les personnes indigentes. On se rappelle, on avait un organisme, la SOA, je pense bien, la SOA, qui procédait à la prise en charge. On a eu, dans le cadre de regard social, à recevoir de la promotrice, des responsables. Il y a plein de centres, de structures qui procèdent à la prise en charge et qui mettent de manière gratuite, parfois c'est contre, je crois, 3 000 francs, 3 000, 4 000 francs, des médicaments à la disposition des porteurs du VIH. La prise en charge, il y a le contrôle tous les 3 mois, je crois. Avec M. Michel Ngachou, dans toutes les différentes zones, dans chaque zone, il y a une unité pilote. Elle peut se rapprocher de ces unités de Elle doit se formation. rapprocher, elle doit se Oui, rapprocher. elle doit se chercher. rapprocher. Et si elle doit aller vers l'hôpital à Kintini, si elle est à Yaoundé, elle va à l'hôpital du jour, l'hôpital central, l'hôpital du jour, je parle du pavillon du jour, quelque chose comme ça. Si elle est à Bafoussam, il y a des. Qu'importe l'endroit où elle est, il est important qu'elle se rapproche qu'elle se rapproche d'un centre différents de santé, centres, on voilà. va dire agréé. et Oui, reconnu. voilà, il y a des Et centres. des orientations lui seront Voilà. données sur la Qui suite. Est-ce qu'on doit avouer à la famille, à sa famille? Alors, je ne sais pas si elle devra, vous savez, chacun est mature, chacun porte son projet, chacun porte, vous savez, c'est pas toutes les choses qu'on se permet de dire à la famille, parce que la famille ne va pas traiter, analyser et gérer, réagir de la même façon que votre époux, votre ami, que votre sœur. Donc il faut dire que c'est elle qui maîtrise sa famille. Moi je connais l'histoire d'un monsieur, Michel Ngachou, c'était dans les années 2000, je pense 2002, 2003, par là si je ne me trompe pas, on lui a détecté une séropositivité. Ouais. Alors il est rentré l'annoncer à ses frères, il appelle ses frères, il dit voilà je suis malade. On a détecté. Toute la famille s'est retournée. On l'a banni, s'il fallait dire, personne ne passait chez lui, personne ne voulait plus le voir. Malheureusement, 2010, c'est-à-dire de la date où on l'a dépisté à 2010, il a perdu successivement ses frères. Et chaque fois qu'il arrivait au deuil, il dit, vous m'avez banni, vous m'avez chassé parce que j'avais tel. Aujourd'hui, c'est moi qui t'enterre. Est-ce que comme je t'enterre, c'est parce que tu me décèdes avec cette maladie? Donc, c'est dit qu'il y a encore ces stigmatisations. Je ne sais pas comment sa famille va réagir. Je ne peux pas me permettre là de le dire. Elle connaît sa famille mieux que nous. Mais je lui dirais qu'elle devrait, par sa façon, d'abord amener son gars, par sa façon, amener le gars à prendre les antirétroviraux. Ensuite, M. Michel Ngachou, elle devrait, vous savez, il faut éviter de paniquer, de stresser. Il faut éviter. Et si elle sent que sa famille peut être, comment on va dire, une occasion de stress pour elle, je crois qu'elle devrait garder, vivre avec le mari et amener peut-être des personnes qui sont proches à son mari à cela, ou alors faire intervenir un médecin, le même médecin, en la disant voilà ce qu'il y a lieu de faire. Donc voilà, je pense un peu ce qu'elle peut faire, mais pour le moment, je crois, l'urgence d'abord, c'est de se rapprocher des centres, enlever le stress qu'elle est indigente, elle est pauvre, elle manque de ci, elle manque de ça. Non, il y a des unités. Je crois que le gouvernement lui-même a pris a subventionné, je pense, mais il y a certains examens, c'est tout récent, hein, il y a certains examens, je disais encore ça, que le ministère de la Santé, on a levé, il n'y a plus de prix, il ne faut pas payer, les antirétroviraux, c'est gratuit. Donc, qu'elle se rapproche de ces formations. Naturellement, parce que fondamentalement, Isabelle Caron-Zepet, il faut le dire, si aujourd'hui elle dit être indigente, il y a quand même qu'on devrait être toujours informé quand même sur l'évolution des maladies aujourd'hui. Le sida, on en parle depuis au moins 30 ans quand même. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes porteuse, la première des choses à faire, c'est de vous rapprocher des centres. Alors, si jamais vous y allez et que votre compagnon ne souhaite pas vous suivre, fondamentalement, quelle serait la meilleure pression à votre avis? Je crois qu'à ce sujet, ce qu'il faut dire, ce qu'il est important de dire, ce que les médecins aussi ne cessent de dire,
quand on rencontre quelqu'un, avant de pouvoir aller à une certaine étape, il y a des préalables. Il est important pour X ou pour Y de présenter son bilan de santé. C'est important avant de s'engager. Ils vivent ensemble. Non, il y a non. un petit voyage, un petit moment, elle revient et elle se rend compte au Ils final vivent qu'elle a ensemble. rencontré. Non, mais c'est le monsieur qui a transmis la maladie à la dame. Visiblement. Visiblement. Ouais. S'il y avait eu au départ, avant qu'il n'y ait crac-crac, des examens qui avaient été faits, je crois que X ou Y devrait être informé de son statut. Ouais. Parfois, le monsieur lui-même ne sait pas qu'il est porteur. C'est-à-dire qu'il peut être atteint et ne même pas être au courant de la maladie qu'il fait. Donc, s'il y avait eu avant, parce que les deux, vraiment, il y a eu le full contact, s'il faut le dire ainsi, parce que si on parle de ce qu'elle a eu la maladie, ça veut dire qu'il y a eu des rapports sexuels non protégés. Alors, il y a un enfant. Avant d'avoir des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un, on devrait savoir l'état de santé de cette personne. C'est important. Pire encore, lorsqu'on décide de faire un enfant, on devrait en principe faire des examens prénuptiaux. C'est important pour savoir même si les deux sont compatibles, parce qu'il pouvait ne pas s'agir du VIH-Sida, il pouvait s'avérer que l'enfant ait des maladies ou encore des complications parce que les deux personnes ne sont pas compatibles et ne devraient pas se mettre ensemble. Donc vous voyez, autant de risques qu'on court quand on engage une relation sans respecter les étapes importantes, parmi lesquelles justement le bilan de santé de l'un comme de l'autre. Maintenant que cette étape a été foirée, je crois aujourd'hui qu'il est important pour la femme d'aller vers des spécialistes des questions de santé. Ce n'est pas sa famille qui est urgente à voir maintenant. Elle devrait rencontrer un médecin. Elle devrait entamer le processus de prise en charge. Elle devrait commencer à se soigner. Elle se soigne, c'est l'homme qui ne se soigne pas. Oui, et auprès de ces médecins, ils diront à la dame l'approche qu'elle devrait avoir par rapport à son mari pour emmener ce dernier. Ce n'est pas évident. Pire encore pour un homme de pouvoir savoir cela, de pouvoir gérer de telles situations. Donc c'est à ces médecins qui sont habitués de voir ça, à savoir vers qui le monsieur peut-être devrait se tourner, ou alors la méthode que la dame devrait employer pour que ce dernier puisse au moins suivre le traitement. La famille, c'est-à-dire que ce sont les dernières personnes qui devraient être informées, parce que le plus urgent maintenant, c'est qu'elle continue de prendre ses soins, qu'elle suive son traitement, ainsi que son mari. Une fois que c'est fait, qu'elle consolide leur relation et qu'elle apprécie les membres de la famille, parce qu'il y a des familles où tu vas le dire, il y a des parents qui vont même faire plus la maladie que toi. C'est-à-dire que ta mère sait que tu as un VIH, elle fait tellement la maladie que toi qui es porteuse du virus. Je voudrais justement que Dominique Audrey, à la suite de cette histoire, qu'est-ce qu'on garde comme leçon? Qu'est-ce que vous dites à cette fille qui pose son problème véritablement? Je crois que Isabelle a été suffisamment claire sur l'état de santé des personnes avec lesquelles on décide de partager notre intimité. C'est déterminant. Malheureusement, on passe généralement dessus en se disant non, la personne est bien physiquement, elle sent bon, elle n'est apparemment pas malade, et on se contente généralement de ça pour passer à l'étape de l'intimité, et c'est un gros risque. Et malheureusement pour cette dernière, elle s'est retrouvée enceinte et porteuse de la maladie. Aujourd'hui, on a un conjoint qui est réticent et qui ne voudrait pas prendre les médicaments. Ça interpelle, et je suis certaine qu'il continue d'entretenir des rapports intimes. Et si vous entretenez des rapports intimes alors que vous êtes en train de prendre un traitement avec quelqu'un qui ne suit pas son traitement, je crois qu'il y a un risque de surinfection. Si je ne me trompe, si les médecins nous écoutent, qu'on nous explique, il y a certainement un risque de réinfection et la maladie ne pourra pas être arrêtée. Le développement de la maladie ne pourra pas être arrêté. Donc, si votre partenaire refuse de suivre un traitement, je suis désolée, madame, vous ne devez plus entretenir de rapports intimes non protégés avec ce dernier. Et puisque Charles Hamel a expliqué qu'il y a des moyens de vous prendre en charge parce que vous n'avez pas d'argent, rapprochez-vous d'une formation hospitalière, on va s'occuper de vous là-bas. Et en dernier recours, moi j'estime que si vous avez ce genre de problème et que votre mère est vivante, vous devez
pouvoir le lui dire. Parce que si vous arrivez à avoir un truc, personne ne saura de quoi vous souffrez. Trouvez une personne de confiance dans votre famille à qui vous pouvez vous confier. Une seule personne, pas tout le monde. Une personne, et dire aux uns et aux autres que le VIH se manifeste d'une certaine façon. Il y a des petites maladies opportunistes qu'on peut avoir qui sont les manifestations de ce VIH-là, dont il ne faudrait pas négliger un palu, négliger n'importe quoi. Faites-vous consulter vos partenaires avec, c'est important. L'une des questions reste encore, on va dire, posée ce matin, Charles Membadjo. Je reviens vers vous. La famille a quel rôle à jouer ici? En principe, le rôle de la famille, M. Michel Ngacho, c'est celle d'accompagner. Celle d'accompagner, celle d'encadrer, celle d'éviter le maximum de stress, celle d'éviter. Vous savez, à un moment donné, quand on se retrouve dans cet état, ça commence par une culpabilité. On commence par culpabiliser. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je me retrouve dans telle situation? Est-ce que c'était ce qui était pris pour ma vie et tout? Et la personne oublie que le paludisme tue plus que le VIH, que le cancer tue plus que le VIH. Donc il y a des maladies. Voilà le choléra aujourd'hui, en 3 jours, le choléra vous allume. 3-4 jours, ça vous allume par rapport. Donc il faut dire qu'il faut mettre. Et je crois qu'il y a tout un ensemble de structures. Et je crois que même à la délégation, les différentes délégations régionales, il y a des comités. Parfois, quand vous êtes ensemble, vous pouvez être ensemble, vous pouvez avoir quelqu'un qui a contacté la maladie et tout. Généralement, il y a des noms qu'on donne. Et puis il y a ces personnes, c'est une cellule spécialisée qui travaille parfois avec les différents hôpitaux, qui vous appellent pour venir vous dire tu as rencontré tel, tu as vécu peut-être avec tel, avec une proche, de manière discrétionnaire. Voilà, est-ce que tu souhaiterais te faire dépister de manière volontaire? Donc on ouvre, il y a des voies et je crois que des efforts sont faits. La famille s'est encadrée, mais si vous vous rendez compte et vous êtes mature, il y a un certain âge où la maturité vous impose le secret de garder certaines choses. Oui, le secret du dossier médical. On a connu des papas qui ont eu apporté des maladies comme le cancer, mais il n'a pas voulu affecter les siens. Comme elle disait, que parfois vous pouvez annoncer c'est la maman qui fait la maladie. Plus que vous qui pique une crise et se retrouve, ça dépend de la position. Donc, ce que je gagnerais, c'est qu'elle lui dit, c'est comme on lui dit, les conseils qu'on donne, qu'elle garde son embonpoint, qu'elle garde sa force, qu'elle garde sa joie de vivre. S'il ne lui reste que 6 ans à vivre, qu'elle les vit pleinement. On ne lui a pas dit on connaît des gens qui sont à 20 ans, 30 ans, qui sont porteurs 30 ans, et le gars, vous le voyez, il ne fait même pas la maladie, il est tranquille. Donc, qu'elle enlève ça, qu'elle enlève l'expression indigente, qu'elle enlève l'expression souffrante, tout ce qu'elle fait. Elle met des mécanismes, ça s'appelle le médecin avec qui elle est, qui les suit, tous les deux, parce qu'elle dit qu'il n'avait pas. Et puis on a découvert par la suite. Parce que vous pouvez être marié, vous allez faire même des tests avec votre époux. Votre époux n'est pas malade. Vous-même, vous n'êtes pas malade. 3-4 ans, dans le foyer, on vous ramène cela et vous découvrez. Ça peut être la femme elle aussi qui sort et vous ramène ça. Donc on ne sait pas, ça peut être une seringue, ça peut être une transfusion sanguine. Il y a des enfants qu'on a découvert après presque 18 ans ou 12 ans. L'enfant fait une maladie, on va à l'hôpital, on fait un check, on découvre et on se souvient que l'enfant était malade. On avait eu à faire une transfusion sanguine. Est-ce que ça avait été? Vous voyez, ça ouvre. Donc je dirais qu'elle vive sa vie tranquillement. Si elle peut en parler, si elle fait suffisamment confiance à certaines personnes, elle peut en parler. Dans le cas contraire, M. Michel Ngacho. Alors Isabelle Carole, ça pose également notre problème, celui justement, on va dire, de la conjugaison des valeurs qui sont propres à la relation, pour ceux qui sont d'ailleurs dans des relations monogames, on va dire, qui sont dans la monogamie, qui vivent dans la monogamie. Ça pose également un problème. On peut être monogame et puis voilà, on ne reste pas fidèle justement à son conjoint ou à sa conjointe. Eh bien, on peut rapporter de la maladie. Alors, est-ce que ça ne transmet pas une autre information selon laquelle les gens devraient apprendre à se faire suffisamment confiance et à consommer ce qu'ils disposent, dit-on? De pouvoir bien faire au monsieur parce ne consommez que ce que vous avez, parce qu'en réalité, lorsque vous sortez, pour reprendre votre expression, dans un cracar boum boum, bah, on est porteur d'une maladie qu'on revient forcément remettre à sa femme, ou on est porteur d'une maladie qu'on vient remettre à son mari. Est-ce que ça n'appelle pas justement à une leçon selon laquelle on devrait s'asseoir et en permanence se parler, échanger et consommer ce que nous avons? Oui, mais vous savez que les hommes, c'est pratiquement impossible. Ils vous diront non, on ne peut pas avoir
le câble et regarder une seule chaîne. C'est impossible. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est tous d'accord dessus. Ou alors, ça n'émeut plus personne de savoir qu'un homme a été infidèle, il a trompé sa femme et tout. Donc, à ce niveau-là, on ne dira pas, voilà, pourquoi il s'est retrouvé dehors à un moment donné. S'il a chopé la maladie, justement, pendant qu'il était déjà en relation avec cette dernière, parce que ça pourrait également être l'inverse, c'est-à-dire qu'en étant en contact avec la fille, il avait déjà chopé la maladie. Mais pour le cas d'infidélité, on sait tous que, moi je vous ai toujours dit que les hommes c'est comme le café du deuil, c'est-à-dire le café du deuil on le trouve ici, on le trouve dans telle bâche, telle autre maison et tout. Non mais fondamentalement, que de faire une fixation sur des hommes qui ne seraient peut-être pas très sérieux, il y a de quoi quand même sortir dans une leçon. On peut être dans une relation et on peut sentir à un moment donné qu'il y a une faiblesse pour soi-même, oui, ou qu'on ne ressent plus, entre guillemets, l'attirance pour son conjoint. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cela et éviter justement de sortir et de ramener des maladies? Le minimum qu'on puisse dire, c'est que lorsque vous vous permettez d'avoir ce genre de rapport, de relation extra-conjugale de ces hommes, un minimum de vigilance et de respect pour la femme, en se disant, je dois avoir une relation protégée avec telle personne. Encore que même là, il faut toujours faire des examens, parce que même si on dira que oui, on a des rapports protégés, il peut arriver des jours où, voilà, qu'il y ait des accidents, des incidents, vraiment que, voilà, on a oublié d'acheter, ou alors on a acheté, c'était pas le bon, ou alors j'ai pas mis ça correctement, et voilà, ça s'est éclaté. Vous ne ferez pas d'examen pour une rencontre fortuite comme ça quand même. Si vous ne voulez pas faire d'examen, abstenez-vous, protégez-vous, alors donnez-vous les moyens qu'il faut, prenez toutes les précautions nécessaires. Ce qu'en fait, il faut retenir, c'est de prendre toutes les précautions nécessaires, parce que il y a des hommes qui ont eu des enfants alors qu'ils n'en voulaient plus, simplement parce qu'ils sont allés le premier soir et la dame qui a envoyé le message par la suite pour dire « Est-ce que tu sais que je ne vois plus telle chose? Donc sache que dans 9 mois tu auras un bébé. » Il y a tellement de conséquences autour. Parfois on y va pour un soir, on ne va pas pour une vie, mais parce qu'on s'est laissé aller, on se retrouve en train d'avoir des liens qui vont nous mettre ensemble pour l'éternité. Donc je dis faisons attention, au moins par rapport à la personne qui partage notre vie. Alors, là, on devrait au moins... Là, on parle aux hommes, les femmes également, ils sont... Faire attention. Même ici, il y a des femmes qui choisissent très souvent, Dominique Audrey, d'être, on va dire, porteuses de la maladie dans le couple aujourd'hui. Choisissent? Oui, qui choisissent en même temps. On choisit de porter. Parce qu'on vous dira, il y a une question, aujourd'hui, un débat fort entre le préservatif féminin et le préservatif masculin. Elles vous diront, elles ne portent pas le préservatif féminin parce que pour elles, ça ne marche pas véritablement. Elles vous diront, écoutez, l'homme vous dira, je n'en veux pas. Alors, est-ce qu'à un moment donné, si vous me permettez de revenir sur la question de la prévention, le préservatif féminin ici, peut-être pour faire le trait d'union, ça peut être salvateur quand même pour les femmes. Ça peut l'être, mais combien d'hommes dans un foyer accepteraient que leur femme mette un préservatif? On parle de ceux qui sortent le temps d'une virée, d'une sortie. On fait la promotion des virées d'une sortie aujourd'hui. Promotion, je dis il y en a. Il y a des faiblesses. Ce que je veux dire, c'est que si on est faible, on peut même mettre ce préservatif féminin dont vous parlez, mais on aura un échange de fluides et de sécrétions lorsqu'on va se donner des baisers. Là également, on va commencer par avoir des maladies. Des maladies. C'est pour ça qu'on vous dit, faites très attention, cher monsieur, lorsque vous décidez d'entretenir des rapports, des relations avec une femme, parce que dites-vous bien que la façon dont elle a la relation avec vous, sachant que vous êtes marié, elle le fait avec quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas l'exclusivité de cette femme. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un peu de retenue. Si vous avez décidé de vous mettre avec une autre femme en dehors de votre femme, prenez le temps. Prenez le temps et rassurez-vous que vous ne serez pas malade. Vous pouvez ne pas avoir le VIH, mais vous pouvez avoir une maladie vénérienne qui pourrait occasionner votre stérilité à la fin. Donc, il faut simplement avoir des précautions. Et en ce qui concerne le préservatif féminin, beaucoup de femmes estiment que c'est compliqué à mettre. Trop de gymnastique, trop, ce qui fait qu'on est plus porté vers les protections masculines. Très bien, merci beaucoup pour cette
pour cette réponse. Mesdames et messieurs, on poursuit avec vous naturellement sur notre antenne avec le Zénith. Vous le savez, en même temps, chaque matin à travers les histoires, vous laissez vos commentaires et avis. Et là, vous l'avez entendu ce matin, c'est un fait assez difficile quand même pour cette femme qui vit avec son homme depuis pas mal de temps et qui au final serait porteuse de VIH quand même, et son mari qui serait dans la même situation refuse de se faire traiter, d'autant elle prend convenablement ses antirétroviraux aujourd'hui. Comment amener son homme à un moment donné, porteur, à se rendre compte de ce qu'il soit malade et qu'il devait se traiter, ou même sa femme aussi, mais surtout comment en parler à vos proches, que peuvent craindre les proches ou encore les familles sur la question. On a choisi bien sûr de s'arrêter là-dessus ce matin, on a parlé. Dans un instant, on parlera bien sûr de la colère, sujet majeur et pas de monde que nous signera Charles Amel Bachou pour le compte de ce jeudi. Merci à vous. Installez-vous confortablement. Je m'interroge ce jour sur la question de la suspension de la livraison de la farine sur toute l'étendue du territoire national par les meuniers. Que se passe-t-il véritablement dans ce pays? L'euphorie de la canne Total Énergie achevée s'est accompagnée de déboires. Les meuniers ont pour la énième fois, parce que les revendications datent de depuis 2009, l'année 2009, où les meuniers ont commencé à exercer des pressions sur le gouvernement. Ils ont pour la énième fois profité de cette situation pour tirer leur épingle du jeu. Suspension totale de la livraison de la farine, augmentation du coût de la baguette dans les boulangeries. Augmentation du prix du pain, produit de première nécessité au Cameroun. Le pain. Alors que les Camerounais cherchent, 50 ans après les indépendances, l'eau. Alors que les Camerounais cherchent l'énergie, 50 ans après les indépendances, l'énergie, la lumière. À l'heure où on parle, c'est des délestages un peu partout, on annonce l'augmentation du pain. Hier, c'était la grippe aviaire. Le poulet a été appelé à disparaître de nos assiettes. Aujourd'hui, c'est la farine. Le pain appelé à disparaître de nos assiettes. On s'apprête donc à affronter un vent d'insécurité alimentaire. Qui dirige véritablement le pays? Les lobbies ou le gouvernement? Question. Comment comprendre que face à la tendance inflationniste observée dans la filière blé, des boulangers choisissent de diminuer également subrepticement le volume de cette denrée qui avait déjà par le passé subi encore une diminution du volume? N'y a-t-il pas lieu d'y voir un plan caché derrière cette décision, celle de continuer à maintenir l'importation de la farine au détriment de la production locale? Question. À ce jour, les baguettes sont devenues plus légères et petites. Pourtant, c'est le même prix. Le pain de 125 est vide, littéralement vide. La mie est presque inexistante, mais le prix a augmenté. Les beignets, les makala, le lofombo, eux aussi ont connu une diminution. Les prix ont changé parce que la farine a pris un coup. Le sac de farine est passé le sac de farine de 50 kg est passé de 16 800 à 23 000 francs CFA lorsque vous le trouvez, 23 000 parfois 26 000 francs dans certaines zones, ce prix qui impacte le prix du pain immédiatement est sur celui des beignets. Comment va-t-on encore s'en sortir lorsqu'on sait que les jeunes, ceux qui n'ont pas d'argent, pouvaient se sauver avec le BHB, beignets, haricots, bouillis. Le beignet, lui aussi, a connu une diminution avec le prix. Maintenant, le beignet de 100 francs, c'est combien? Question. Dans tous les cas, c'est dur.
Comment comprendre qu'au moment où la polémique autour du prix du pain enfle, l'État répond aux abonnés absents. L'État dit pas d'augmentation du prix sur le pain. Monsieur Luc Magloire Tanganambarga, ça a augmenté, qu'avez-vous dit? Rien. Même pas un seul élu ne s'est levé pour pouvoir revendiquer. Dans tous les cas, ont-ils la force? Comment comprendre que l'État du Cameroun ait laissé la situation perdurer alors que c'est depuis 2009 que la situation perdure, que les Camerounais se plaignent, qu'on accuse? Le pain ne pèse plus de 100 grammes. Monsieur le ministre du Commerce, où êtes-vous? Le pain, c'est 200 grammes, mais il n'en pèse pas, c'est littéralement vide. Le ministre du Commerce choisit de gérer le pays par une série de mesures conjoncturelles avec les importations comme résolution des problèmes de sous-production nationale, ce qui est impensable et inacceptable. Comment comprendre cette attitude du ministre du Commerce, pourtant pose depuis 2004 à ce jour, de régler de la même manière les mêmes problèmes? Comment comprendre ce problème que pose le blé alors que le Cameroun est un terreau fertile pour la culture du blé? Pourquoi importer lorsqu'on peut mettre en place des mesures incitatives à la culture du blé? Comment comprendre que les meuniers demandent au gouvernement camerounais de payer pour les mesures prises par les gouvernements étrangers? Ils veulent que l'on supprime l'évaluation de conformité afin qu'ils continuent de nous importer les produits entre guillemets contrefaits au pays, disent certains experts. Comment comprendre que ces problèmes nous arrivent au moment où la Sodeblé est fermée depuis plus de 3 décennies? Comment comprendre qu'on n'ait pas pensé relancer la Sodeblé pour pouvoir redynamiser, revigorer le secteur et permettre à ceux-là qui se lancent dans les matériaux locaux de pouvoir eux aussi avoir de la place au soleil? Comment comprendre qu'on a passé plus de temps à demander aux universitaires de chanter les louanges du prince au lieu de les accompagner dans des recherches sur des substituts du blé ou des produits alternatifs dans ce pays? En 2021, le ministère du Commerce avait dû négocier avec le groupement des industries meunières du Cameroun et les responsables du syndicat national des boulangers du Cameroun pour maintenir le prix de la baguette de pain de 200 grammes à 125 grammes. Sauf qu'au sorti de là, le grammage a diminué. On s'est retrouvé avec moins de 100 grammes. Les syndicalistes avaient évoqué comme motif la hausse des coûts du blé sur le marché international, la hausse du fret qui ont une incidence sur le prix final de la farine de blé. 2022, same thing. On se retrouve à la même table pour les mêmes problèmes. Comment comprendre que le gouvernement camerounais se soit éloigné des propositions de l'association citoyenne pour la défense des intérêts collectifs, ADIC, qui avait démontré qu'il était possible d'incorporer les farines locales dans les fabrications du pain? Comment comprendre qu'après suspension de livraison de la farine sur toute l'étendue du territoire, la baguette de pain sans aucune communication officielle se vend désormais à 150, 200 francs dans un environnement où l'on ne respecterait même pas le grammage? Aujourd'hui, les populations en souffrent. Le gouvernement dit non, les meuniers disent oui. Et c'est le oui qui l'emporte. Le gouvernement dit ah, si les Camerounais ont accepté que vous vendez comme ça, vendez alors. C'est devenu bien sûr un sujet incroyable pour les Camerounais aujourd'hui. Quel pain mangeons-nous véritablement dans notre pays depuis quelques années déjà? Ça fait débat parce qu'en réalité, il y a quelques semaines, les meuniers, ceux-là qui sont d'ailleurs au cœur même de l'exploitation du blé au Cameroun, ont tenté à leur façon de faire entendre leur voix sur les coûts d'exportation qui auraient quand même caracolé. Et au demeurant, on parle encore du prix du sac de farine sur le marché camerounais qui a connu une explosion incroyable. Partons de 19 000 à 23 000 francs, sans comprendre bien évidemment. À 26 000 à d'autres endroits. Oui. Voilà, sans comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, quel est le rôle véritable des brigades de contrôle du ministère du Commerce sur les installations dans les marchés pour nous donner la bonne information et dire exactement qu'est-ce qui se passe. On s'en souvient qu'il y a 3 jours, une dame se plaignait encore sur la question en disant qu'elle est allée acheter un sac de farine pour elle qui est jeune vendeuse de beignets dans un quartier de Douala. Elle a choisi simplement d'aller acheter de la farine. Arrivé, on lui fait savoir que le prix c'est 19 500 francs CFA. Madame, vous payez à la caisse 23 000, mais nous déclarons 19 000. Alors, au Cameroun, c'est devenu un phénomène incroyable. Est-ce qu'on devrait se taire? Le prix du pain, combien coûte le pain au Cameroun? Les Camerounais mangent-ils du pain? Et au final, des solutions alternatives, doit-on rester dans le blé?
peut-être c'est la question fondamentale qu'il faut se poser, Isabelle Carrozepet. Doit-on rester dans le blé? Les Camerounais, en constatant justement cela, ne peuvent-ils pas décider de dire nous ne consommons plus le blé parce que le blé, non seulement pour des questions de santé, pour des questions que nous connaissons, qui soient économiques en même temps pour nous, nous choisissons de retourner par exemple à la farine de patate. Et vous croyez que vous savez combien coûte la patate sur le marché? Aujourd'hui, Dominique Audrey, peut-être il y a, qu'il faut il y a- le il y a- dire. il y a même du pain fait à base des épluchures de manioc. Allez savoir combien coûte le manioc et quelle Ouais. quantité d'épluchures il vous faudra pour arriver à cette farine que vous utiliserez. Farine d'igname. C'est trop compliqué, Michel Gacho, c'est Alors, trop c'est compliqué. compliqué, c'est pas envisageable. C'est pas envisageable. C'est pour ça qu'il faut résoudre le problème à la racine. Il faut simplement qu'il y ait peut-être plusieurs possibilités. S'il faut aller dans le sens où vous parlez des épluchures de manioc, d'igname et tout, oui, ça doit être des possibilités pour les uns et les autres de se dire, ok, d'accord, pour une question question de varier les repas, ok, d'accord, on peut choisir d'avoir du pain fait à partir de la farine de blé, demain avec ceci ou cela. Mais en ce qui concerne cette farine, il ne faut pas simplement s'arrêter sur le pain. Allez dans les boulangeries et regardez désormais la grosseur de tout ce qui concerne la pâtisserie. C'est-à-dire que ce soit vos petits cakes, que ce soit vraiment toutes des brioches ou toutes autres choses qui sont faites à base de farine. Allez regarder désormais les quantités, les proportions, mais les prix qui restent les mêmes. Il faut simplement comprendre qu'on s'achemine tous vers une crise de faim au Cameroun désormais, parce qu'on sait tous ce qu'on fait à partir de cette farine de blé. Le pain qui est tellement consommé aujourd'hui, qui se retrouve en train d'être à 200 francs, à 150, à 175, en fonction de l'endroit où on se trouve, c'est un véritable scandale, parce qu'à côté de ça, les salaires n'ont pas changé. Un enfant aujourd'hui, par de moins de 2 ans, vous finissez un pain. Est-ce que c'est normal? Oui, Oui, mais en même le temps, pain qui d'antan, alors, vous une grande personne, vous, avec madame, un demi-morceau, ben vous êtes tranquille, vous êtes correct. Vous, madame, en tant que, on va dire, en tant que maman, Oui. vous faites le constat que l'enfant, aujourd'hui, mange plus de pain qu'il Il y a. mange Alors, un pain est-ce et que après le vous dites peuple qu'il a... Camerounais, est-ce que les Camerounais qui nous regardent ce matin réalisent justement que le grammage n'est plus le même? Quand vous vous rendez compte que le grammage n'est plus le même, que font justement ces Camerounais en disant nous on veut du pain avec le grammage nécessaire, ou désormais il va falloir qu'on pose des balances dans les boulangeries, parce qu'une fois le pain acheté, on devrait poser le pain là-dessus pour être rassuré. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se plaint pas du grammage? Parce que là c'est quand même un vol aggravé. Constatez quand même qu'on soit à moins de 100 grammes aujourd'hui. On se plaint de ce grammage-là, mais on déplore le fait que des brigades de contrôle ne fassent pas leur boulot. Ça veut dire que le problème, c'est au niveau du ministère du Commerce. Oui, c'est leur boulot de pouvoir vérifier au niveau des prix, au niveau de la quantité, au niveau de la qualité. Oui, ça relève de leur fonction. Le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il fera quand le boulanger le matin lui dit le pain c'est 150, si tu ne veux pas, va ailleurs. Ailleurs c'est où, Michel? L'enfant qui vous attend avec ce pain, ailleurs c'est où? Vous irez où? Et ce pain coûtera combien? Vous aurez parcouru quelle distance? Vous vous alignez, vous vous pliez. Vraiment, vous n'êtes pas d'accord, mais vous le faites parce que vous savez qu'il n'y a pas d'autre issue. Vous savez que tout le monde est dans le même pétrin et vous savez que votre voix ne portera pas. Parce que ceux qui devraient vous entendre font la sourde oreille ou alors se disent qu'on est là pour le peuple seulement quand il s'agit de voter. Une fois qu'on a pu avoir ces urnes-là ou alors avoir des bulletins en notre faveur, on passe à autre chose. On est en même de se demander, Dominique Audrey, exactement, ces meuniers, qui sont-ils aujourd'hui? Qui sont-ils pour faire autant de pression sur le régime, je veux dire, en place? Avec raison par ailleurs, parce qu'il faut bien sûr le dire, il y a des taxes qui ont augmenté, des taxes douanières qui ont quand même pris une envolée incroyable. Qui sont-ils et que détiennent-ils pour avoir autant de pression sur le régime en place, qui ne fait rien pour les ramener quand même à la raison? Et comment expliquer leur pression et en même temps sur le peuple camerounais aujourd'hui, consommateur du blé? À la question qui sont-ils, ce sont les personnes qui importent le blé, qui travaillent dessus pour en faire de la farine qui est revendue au boulanger. Ce sont les personnes qui nous permettent de manger du pain à base de blé. Ce sont les personnes qui nous permettent de manger des pâtes
alimentaire. Ce sont les personnes qui nous permettent d'avoir des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux dans les boulangeries. Isabelle l'a mentionné. Malheureusement, aujourd'hui, ils se plaignent de la hausse du prix à l'importation de ce blé qui ne fait que croître depuis des années. Charles Hamel l'a mentionné, ça ne fait qu'augmenter encore et encore et encore et rien n'est fait. Malheureusement, ce sont des hommes d'affaires qui doivent pouvoir faire du chiffre. Et à chaque fois que ça augmente et qu'à la revente ici, ils ne gagnent pas suffisamment de marge, ils sont obligés, parce que ce sont des affaires, de dire on ne va plus le faire parce qu'on roule à perte. Ça va paraître cynique, mais je crois que cette grève, disons ça comme ça, des meuniers est l'occasion de repartir sur la culture du blé au Cameroun. Parce qu'on sait que dans la Damawa, on a la possibilité de cultiver le blé pour pouvoir faire du pain. Mais aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des alternatives. Si le ministère de l'Agriculture décide de rencontrer les producteurs de plantain, les producteurs d'igname, les producteurs de manioc, on aura la possibilité de produire de la farine en grande quantité qui pourra également combler le déficit en termes de blé. Déjà qu'il faut dire que le blé aujourd'hui, on ne s'en rend peut-être pas compte et à l'origine de beaucoup de maladies qu'on a, notamment le diabète de type 2 qui est causé par le blé. On a l'arthrose. Beaucoup de gens se disent que non, c'est parce qu'on est vieux qu'on commence à avoir mal aux articulations. Ou que non, le blé a également un rôle à jouer Une consommation abusive de blé. De blé, oui, parce qu'on mange les pâtes. Absolument, on mange les beignets matin, midi, soir. Ouais. On mange le pain et tout. Donc ça a un impact considérable sur notre état de santé. Donc il faut dire que si on a la possibilité de donner la chance, donner un espace aux producteurs locaux de plantain, parce qu'on a des Camerounais qui ont décidé de fabriquer des farines. On a une Camerounaise qui a décidé de faire des pâtes à base de farine de plantain, si je ne me trompe. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de leur donner la possibilité de travailler. Et à ces meuniers aujourd'hui, ils pourraient également tendre la main aux locaux et ils n'auront plus à importer le blé qui vient d'ailleurs si et seulement si le ministère de l'Agriculture décide de relancer effectivement la culture de blé dans les zones fertiles du Cameroun. Alors, on parle quand même d'une production de blé qui aujourd'hui est un sujet aussi important à l'échelle internationale. J'ai eu la chance, il y a quelques temps encore, je regardais, on va dire, un reportage, un documentaire sur une chaîne étrangère qui parlait quand même de la Russie comme étant le tout premier pays en Europe qui nourrit l'Europe grâce au blé aujourd'hui. La Russie également, qui semble aujourd'hui ne pas être d'accord avec les Européens sur la question du blé. Le blé est-il réellement produit en Afrique ? Le blé peut-il être produit au Cameroun? Peut-on sauver bien sûr nos terres grâce au blé? Peut-être se déconnecter du blé et penser bien sûr à la consommation intérieure. Est-ce que Charles a même battu sur la question de l'exploitation, la question de la culture? L'agriculture du blé au Cameroun serait une chance. On l'a entendu dans votre colère l'exprimer. Il faut relancer au moins la machine. Mais qu'est-ce qui fait gripper cette machine aujourd'hui, cher monsieur? L'absence de vision. Oui. Nous sommes sur une ère où nous avons des personnes qui nous dirigent, qui n'ont pas de vision. Je suis désolé. On n'a aucune vision pour le Cameroun. Chacun vient, il bouffe. Chacun vient, il organise. Alors, comment on ne peut pas avoir le blé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Importation, d'importation, je gagne combien? 5%, 10%, 20%. Importer! Oui, monsieur Michel Gadjou, oui. C'est dans les années 72-74 que la question de la hausse sur le plan international s'est connue. Le saut de blé, qu'elle commence en 1975, les projections étaient de permettre à toute l'étendue du territoire camerounais, sur toutes ses formes, de pouvoir jouir des fruits du blé. Monsieur Michel Gadjou. Le pain, on vous donnait un demi-pain, vous étiez rassasié toute la journée. Toute la journée. Vous n'avez plus besoin de repartir. Malheur à vous si vous ajoutez encore le bain chocolat, monsieur Michel Gadjou. Ah oui. On se retrouvait à vivre aisément. Pourquoi ceux qui ont pris la relève, les 299 gouvernements, remaniements, puisqu'on a eu plus de 299 remaniements en 40 ans, pourquoi c'est 200 ou c'est 300 remaniements, monsieur Michel Gadjou?
que c'est 300 remaniements. Les gens n'ont pas eu une vision pour ce pays en disant, bon Dieu, nous avons assez, on laisse la Guinée équatoriale venir chercher le manioc, on laisse le Gabon venir puiser au Cameroun. Les Camerounais devaient manger quoi? On devait créer une barrière en disant, voici, première chose, expérimentons. Nous avons des universitaires qui procèdent. On vous rappelait que la première usine qui devait fabriquer le COSAM, c'était à Gaoundéré qu'on devait mettre la première. C'était un projet, c'était une vision, monsieur Michel. Alors non, vous pensez qu'il y a un manque de vision autour de la culture du Cameroun? Il y a un manque, un manque de vision, même seulement au niveau des substituts du blé. On peut utiliser les substituts du blé en disant, d'accord, le blé, l'importation, ça nous coûte combien? Battons-nous à lancer la culture, relançons la sur des blés. Et voyons dans quelle mesure, explorons d'autres niches. On a la patate. Les Turcs sont arrivés au Cameroun. Ils ont pris la zone de Moudemba. Il faut le citer, monsieur Michel, cette zone où ils voulaient faire la culture de la patate afin de procéder à la transformation, histoire de faire le pain de patate. Le projet était beau. Ils ont commencé à venir. Les premières expérimentations sur les types de patates et tout ont commencé à être faites. À la fin, le maparatisme a gâté le projet. Le maparatisme a gâté le projet. Nous avons eu des Allemands qui sont arrivés. Je crois que c'est sous le couvert de la GTZ. Ils sont arrivés pour faire une expérimentation, histoire de faire le pain de manioc. Le pain de manioc, parce qu'on s'est rendu compte que le manioc avait suffisamment de fibres, monsieur Michel Ngatou. Ils ont déclenché le projet, ils ont mis un responsable, camerounais à la tête. Après, le maparatisme a tué le projet. Alors, justement, Charles Hamel, moi j'ai le sentiment, je peux me tromper, et qu'il y a comme une volonté du gouvernement d'affamer au maximum les Camerounais. Parce que plus vous ne mangez pas, vous avez faim, vous avez la main tendue, et lorsque vous avez la main tendue, le jour où on vous donne un bout de pain, vous dites merci justement à votre bourreau. Est-ce qu'on ne se sait pas aujourd'hui des augmentations autour du blé, enfin je veux dire de l'augmentation autour de taxes sur l'importation du blé au Cameroun, pour davantage affamer le Cameroun, pour préparer bien sûr les Camerounais à un projet qui serait dans les tiroirs, affamé au maximum, pour qu'au moment venu on vous dise voici le peu qu'on vous donne et vous contentez de cela. Le danger de cela, monsieur Michel Ngatou, c'est que ventre affamé n'a point d'oreille. Le danger de cette affaire, vous croyez affamer le peuple, il y aura un jour le peuple va dire à partir d'aujourd'hui on met un terme. Maou, je meurs. Et ce jour, rien ne pourra arrêter le peuple. Oui. Aucune pratique mystique. Vous avez vu des gens dans ce gouvernement qu'on disait qu'il était dans la 9e chambre du temple de ceci. Le jour qu'on est venu l'arrêter, c'est un sangalon qui est arrivé à dire que tu marches ou tu ne marches pas. Il a dit je ne marche pas, on l'a raclé pas. Je croyais qu'il devait s'élever, sortir, s'envoler, devenir aigle et voler. Non, monsieur Michel Ngatou. Ouais. Si les gens n'ont pas la réalité, ne parviennent pas à voir cette réalité, qu'ils sachent que le peuple, tôt ou tard, un simple poids, le peuple va s'élever. Donc, pour dire, monsieur Michel Ngatou, qu'à ce niveau, le peuple est mort et il y a une grosse complicité avec le ministre du Commerce, parce que le ministre du Commerce, jusqu'aujourd'hui, n'a rien fait. Allez dans les boulangeries aujourd'hui, le pain, c'est combien? Non, le pain a littéralement augmenté. Absolument. Vous avez le pain de 350 maintenant, monsieur Michel Ngatou. 400 même. Oui, je dis 350 pour ce que j'ai vu. Alors, vous allez vous dire, regardez le rang maintenant dans certaines boulangeries. Santé de tuer, sur le plan local, on ne se rend pas compte. Beaucoup de boulangeries vont cesser de faire le pain parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi les boulangeries grecques. Oui, disons-le, qui ont choisi les boulangeries grecques parce qu'on estime que là-bas le pain est fait de bonne qualité. Même si c'est coûteux, on préfère aller payer là-bas que de payer cher ici. Cher ici. Alors, vous vous rendez compte un peu de ce que ça veut payer. Le ministre du Commerce avait fait une sortie en disant, nous, le gouvernement a dit non, on s'en tient à ça, mais on nous a proposé des dégrammages. Naturellement. Des dégrammages, vous avez 50 grammes, 100 grammes et tout. Augmentation du prix de la farine sur le marché Isabelle Carozepet, augmentation du prix du pain dans les boulangeries, famine prononcée, pensée pour le peuple camerounais aujourd'hui, parce que vous me mentionnez, les salaires n'ont pas augmenté, il n'y a pas de changement. Et je reste encore sur la logique selon laquelle est-ce qu'on n'est pas là en train de tout faire pour affamer ce peuple camerounais? On n'est pas en train de le préparer parce que l'augmentation n'est pas seulement au niveau du coût du pain ou encore au niveau du coût de la farine, mais il y a une augmentation quasiment visible dans tous les secteurs d'activité. À quoi est-ce qu'on prépare le Camerounais aujourd'hui? À faire une crise d'AVC et à rendre l'âme. Je crois simplement ça. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les politiques ou encore nos autorités ne nous aident pas.
Tenez par exemple pour le cas de cette farine de blé. Lorsqu'on a des sons de cloche différents, lorsque vous avez un ministre du Commerce qui rend public un communiqué, qui vous fait savoir que le prix de la farine de blé n'a jamais changé sur le marché, que vraiment tout se porte bien et vous pouvez encore aller dans ces espaces marchands, vous verrez que le prix de la farine, le prix est resté le même. Pourtant, quand vous faites un tour dans votre marché, vous constatez que le prix est passé du simple au double. Quand vous allez au bénétariat le soir, vous voyez bel et bien que le beignet que vous avez l'habitude de manger vraiment a considérablement diminué en ce qui concerne la grosseur, ou alors que le pain ne soit plus la même quantité parce que ces derniers vous font savoir que la farine de blé a excessivement augmenté. Ouais. Honnêtement, vraiment, comment est-ce qu'on devrait s'y prendre? Alors, pourquoi on a des personnes qui peinent à dire ce qui est? Parce qu'autant mieux dire, oui, on est d'accord que les prix ont augmenté concernant la farine de blé, mais on est en train de voir comment prendre des mesures pour remédier à la situation. C'est la question de fond. Mais lui, comment s'y prendre? Et là, vous l'avez justement posé. Et je sais de comprendre, Isabelle. Le Camerounais sait que le prix du pain a augmenté. Le Camerounais dit, d'accord, je vais faire avec. Le Camerounais sait que le grammage du pain a baissé. Le Camerounais dit, je vais faire avec. Finalement, c'est quoi ce peuple-là? Non, moi je crois que c'est aux autres qu'il faut poser la question. Oui, mais attends, pourquoi ils ne sont pas honnêtes lui-même ne se dit pas, mais le consommateur n'a pas d'âme. Le consommateur n'a pas d'âme. Le consommateur est impuissant. Le consommateur n'a pas de voix. Le consommateur n'est pas écouté. Par contre, en face, il y a des personnes qui ont toutes les possibilités de remédier par rapport à cette situation. Le ministre du Commerce est capable de pouvoir sceller des commerces en leur disant « Vous n'avez pas respecté ces prix, par conséquent, vos commerces seront fermés, seront scellés. » Il a ce pouvoir-là. Dominique Audrey, pour sortir justement de ce sujet, est-ce qu'on peut, au regard des faits, continuer à faire confiance à Luc Magloire Mbagha-Tangana, ministre camerounais du Commerce? Non, pas moi, je ne lui fais pas confiance. Qui lui fait confiance? Est-ce que le président de la République, le chef de l'État continue de faire confiance? Oui, sinon depuis 17 ans, il ne devrait pas être là. 18 ans. Si Paul Biya, notre président, lui fait confiance, ça veut dire qu'il travaille bien pour le peuple camerounais. Et même très bien. Et même très bien. Donc, le pire pour le chef de l'État, c'est ce qui est bien pour le Camerounais. Visiblement, on est obligé d'en arriver à cette conclusion. Ce ministre aura certainement l'impression que c'est un acharnement, c'est quelque chose contre lui. Sauf que s'il fait descendre les brigades, comme Isabelle est en train d'expliquer, il fera un travail de fond qui fera que non, on dira qu'on a un ministre du Commerce valable qui respecte, du moins, dont les instructions sont respectées. Regardez comment ça s'est passé avec le scandale autour du prix de l'huile. Oui. Il disait une chose et c'était le contraire. Aujourd'hui, on en a à la farine. Demain, ce sera autre chose. Il dira une chose et on va prendre son communiqué froissé et mettre ça dans les chiottes parce que ça ne représente absolument rien. Il dit une chose et les Camerounais sont en train de voir le contraire. Vous parlez des Camerounais qui devraient faire quelque chose. Ce n'est pas le moment parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment faim. Lorsqu'ils auront faim, ils vont demander à manger. Vous allez les voir sortir avec des plats et des assiettes et des cuillères ou bien des marmites sur la tête en disant « Donnez-nous à manger parce qu'on n'a plus d'argent ». Et Michel Lachou, une virgule super mère. On parle d'un ministre de commerce qui est à la tête de ce ministère depuis 18 ans. Ouais. À l'époque, il y a 18 ans, quand il prenait les rênes de ce ministère, le sac de farine coûtait combien? Aujourd'hui, il coûte combien? Environ 6 000. Bon, aujourd'hui, il coûte combien? Je crois que c'est suffisant pour pouvoir tirer les conclusions. Merci beaucoup, chère dame. Donc, si on passe de 4 000 à 26 000 francs aujourd'hui, on démissionne simplement. Est-ce que Luc Magloire Mbagha-Tangana, ministre camerounais du Commerce, est l'homme de right man at the right place aujourd'hui? Pourquoi faire souffrir autant les Camerounais? On en reparle, madame, monsieur.